Bonjour tout le monde, bienvenue dans le webinaire de Maris Consulting diffusé depuis Paris. C'est une journée un peu particulière pour nous parce que bien sûr à travers le monde tout le monde est impacté par le Covid. Nous sommes actuellement par exemple en France en confinement, donc je suis chez moi pour vous parler. Bienvenue à tout le monde, là on a quasiment 200 participants de par le monde. Bien sûr, beaucoup de Français et des Belges, beaucoup de personnes de l'Afrique du Nord, je vous salue tous. Des personnes de l'Europe de l'Est francophone, la Hongrie, etc. Plus étonnant, parce que c'est la nuit pour eux, quelques Québécois. Et puis plus étonnant encore, je ne sais pas pourquoi, un petit groupuscule de francophones au Mexique, que je salue plus particulièrement, parce que voilà, je ne m'attendais pas à ça. Cet événement est un peu particulier parce qu'on avait prévu aujourd'hui le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, mais de fêter l'anniversaire des 15 ans de Maris Consulting, car nous sommes nés, nos statuts ont été déposés le 1er avril 2005 et on avait prévu une petite fête chez nous dans nos locaux. Petit déjeuner champagne, d'où la bouteille de champagne à l'écran, avec nos clients pour fêter les 15 ans de travail conjoint, les résultats, faire le point, etc. Bref, c'était prévu en fête physique et nous voilà en webinaire. Donc, je vous permets à tous d'en profiter. On va faire une petite rétrospective des 15 dernières années de Maris Consulting. Le plan de la présentation est extrêmement simple. Après une brève introduction, on va présenter 15 cas. Et puis conclure, l'organisation même du webinaire est prévue en 60 minutes de monologue de ma part et ensuite 30 minutes de questions-réponses. En fin de compte, moi je vous parle et quelque part à mes côtés, même s'il est lui aussi chez lui, Léo fait la gestion de ce webinaire. Il va lire tous les éventuelles remarques, questions que vous pouvez poser à travers le bouton Q et R auquel vous pouvez accéder pour écrire. Et par contre, moi, je ne verrai pas cette discussion-là. Il va me faire une synthèse pour animer la partie questions-réponses à la fin. Voilà. Il faut faire le mouse over quelque part pour que vous ayez une genre de barre noire dans lequel il y a un Q et R qui apparaît. J'espère que ça ne pose pas de problème pour vous. L'ensemble de ce que je vais présenter sera disponible en PDF dès la fin de cette présentation. Vous verrez à la fin de la présentation qu'on vous mène directement sur un lien qui vous permet de télécharger le support. Pas de problème. Également, vous ne soyez pas surpris, vous allez avoir quelques sondages, une demi-douzaine de sondages à travers la présentation. Donc un petit écran va apparaître une petite fenêtre va apparaître sur votre écran avec une question. Et ça nous permettra d'échanger un peu à travers la présentation sur les questions que vous posez, où vous en êtes, et à qui vous êtes, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est parti. Je me présente, donc il paraît que ça ne s'entend pas trop avec mon accent. Je suis un Anglais, je pense que je suis surtout européen, et donc avec le Brexit et tout ça, je ne sais plus très bien quoi vous dire, mais enfin bref. J'ai un passeport anglais et je me considère européen. Et puis, voilà, donc je ne suis pas seulement un horrible consultant, mais je suis anglais, désolé. On va parler des 15 dernières années, mais moi-même, j'ai commencé ma carrière il y a 30, j'arrête de compter, 35 ans, quelque chose comme ça. 36 même, dans mon début de carrière, en fin de compte, dans le manufacturing, j'ai d'abord découvert ce qu'on appelle le Lean aujourd'hui. C'était le juste à temps à l'époque, et ainsi de suite. Et ça, c'est une passion qui m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Appliquer les idées de la production de voitures chez Toyota quand on fabrique des satellites où on produit des hamburgers, etc. Ça me fascine, ça m'a toujours fasciné. Un peu plus tard, Eliyahu Goldratt, l'auteur du roman best-seller Le But, fondateur de la théorie des contraintes, m'a embauché dans on appellerait ça une start-up aujourd'hui. Donc depuis 1986, je pratique également énormément la théorie des contraintes. Vous voyez là, je crois, votre première question de sondage. Est-ce que vous avez par exemple lu le roman Le But
vendu à 7 millions d'exemplaires, traduit en maintenant 32 langues. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Ça se lit en 5 heures. Pour les fainéants, il y a une version bande dessinée. En tout cas, c'est un livre qui est, j'imagine, la raison pour laquelle, je sais pas, les 80-90% des gens qui sont là devant moi se sont intéressés à la théorie des contraintes. C'est un livre tout à fait extraordinaire. Voilà, donc il y a 15 ans, exactement, aujourd'hui, le 1er avril, j'ai créé Maris Consulting. J'ai fait des mises en œuvre de tout ça, donc ce que j'appelle un peu open talk, bref, la théorie des contraintes, mais avec d'autres idées, que ce soit du Lean, du Six Sigma, de l'Agile, du DMRP, du bon sens, etc. Plus de 260 fois à travers le monde. Et j'ai écrit un livre très ennuyeux qui s'appelle Le management par les contraintes, et c'est le mode d'emploi de mettre en œuvre le livre Le But dans une usine, puisque le but remarquable est un roman. Donc il pose plein de questions, etc. Mais il n'y a pas tous les schémas pour comment mettre en œuvre. Voilà. Alors, Maris Consulting, basé à Paris, on fait à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires en dehors de France, dans le reste de l'Europe et à travers le monde. Vous le verrez avec les cas qu'on va présenter. Et nous sommes 12 consultants, plus quelques partenaires privilégiés sur des sujets pointus comme Bill Detmer sur les Logical Thinking Processes et d'autres. On anime 40 conférences et sessions de formation par an à peu près. Voilà, ces conférences touchent bien sûr la théorie des contraintes, le Lean, la gestion de projet par la chaîne critique et les Logical Thinking Processes, plein d'autres choses. Vous pouvez voir ça sur notre site. On est aussi peut-être un peu atypique en termes de société de conseil par la générosité de notre mise à disposition de contenu, puisque à part notre site qui est très fourni en documents, il y a notamment notre chaîne YouTube qui contient désormais plus de 300 vidéos auxquelles je ferai référence souvent dans la présentation, parce que ça vous permet d'aller plus loin sur un certain nombre de sujets, que ce soit des exemples ou de la pédagogie sur les concepts. Voilà un petit échantillon de nos clients de ces dernières années. Comme vous voyez, on est des généralistes des opérations, on travaille à peu près partout où il y a un produit physique, que ce soit une voiture, un avion, un train, mais aussi un burger, un sac à main, une montre, de la pharmacie, des équipements médicaux, plein de choses que vous pouvez voir. Et je répète, la moitié de notre business est dans le reste du monde, et d'ailleurs en anglais, pas en français. Et l'autre moitié est en France, vous le verrez, je pense, à travers les cas. Alors, on va maintenant attaquer le sujet des 15 exemples. Ces 15 exemples, je les ai cherché un mot, je le trouve plus facilement en anglais, open talk. L'idée, c'est d'être toujours ouvert, d'être pluriel dans les mises en œuvre de nouvelles idées dans son entreprise. Et il me semble, et c'est d'ailleurs surtout la photo consultant, qu'ils ont tendance à essayer de cloisonner ça en disant moi je fais du Lean, moi je fais de la TOC, moi je fais du Six Sigma, etc. Nous, on n'est pas du tout comme ça, donc open dans le sens être ouvert. C'est notre manière de travailler, et la théorie des contraintes peut-être moins connue que le Lean, je parlerai peut-être plus de cet aspect-là, mais beaucoup de nos clients nous reconnaissent des grandes compétences dans le Lean tel qu'il est décrit. J'insiste sur le fait que pour nous, on ne fait jamais ces différentes séparations, frontières, silos, etc. Donc tout ce que vous verrez, c'est un cocktail de théorie des contraintes et de Lean surtout, et de bon sens, de simplicité, et puis d'autres idées quelles qu'elles soient, de Agile par exemple ces dernières années, et de TDMRP pour juste citer ces deux exemples. Alors il fallait que je choisisse 15 exemples, ils sont tous récents, je ne voulais pas remonter 15 ans en arrière parce que ça fait un peu long. Donc il y a un cas qui a à 8 ans, qui est un des plus vieux, et puis le plus vieux des cas, c'est celui de la SNCF qui a un tout petit peu plus de 10 ans. Mais sinon tous les autres, donc 13 des cas ont moins de 5 ans. On voulait présenter du frais. Dans le choix, on a essayé de faire un panaché de différentes problématiques, de différents types de métiers, et ainsi de suite, donc pour essayer
de montrer la variété de comment la théorie des contraintes s'applique à, je ne sais pas moi, de la restauration rapide par rapport à la production de fusées, parce que bien sûr c'est très différent. Et puis on a pris des exemples plutôt amusants avec des belles histoires, et bien sûr on a pris celles à propos duquel on peut parler, pour lesquelles on a la permission, parce que les choses sont secret défense et autres, bien sûr, ne peut pas être présenté comme ceci. Voilà, donc c'est parti maintenant pour 15 cas. Le premier, comme vous le voyez, c'est dans le groupe Safran. À l'époque récente, c'était la partie SAGEM, désormais Safran Electronics and Defense. C'était une usine en France d'à peu près 400 personnes qui avait des vrais problèmes, des gros problèmes chroniques pour livrer à l'heure. Ils fournissaient des équipements donc aéronautiques, grosso modo les flight control systems, les petits boîtiers qui font en sorte que l'avion puisse monter, descendre, aller à bâbord, tribord, etc. Bref, des choses un peu importantes avec beaucoup d'éléments de sécurité. C'était donc leur métier de produire ceci pour les grands de l'aéronautique, que ce soit Airbus ou Dassault, etc. Et chroniquement, ils livraient en retard, à peu près 50% de respect de délai. Et au fur et à mesure que le niveau de performance et d'exigence de l'aéronautique augmentait d'année en année, et bien ceci était devenu impossible à vivre, et il fallait absolument qu'ils traitent ce problème de respect des délais. Ils commençaient à perdre des commandes, et un peu comme dans le but, la question posée c'était quand même, est-ce que cette usine peut survivre ou est-ce qu'il faut la fermer? Il se trouve que le nouveau directeur d'usine avait lu le but et dans son expérience professionnelle précédente avait mis en œuvre le but et la théorie des contraintes dans son usine, au Mexique en l'occurrence. Et voilà, donc il a décidé d'utiliser la théorie des contraintes pour redresser les performances de cette usine. Pour le faire simple, il fallait d'abord trouver la contrainte de capacité, le goulot de l'entreprise. Et très très rapidement, on a pu déceler que c'était en fin de compte le contrôle qualité qui était dans cette usine le goulot capacitaire. Vous verrez ça à travers le reste des cas. C'est bizarre à quel point très souvent désormais, quel que soit le métier, que ce soit de l'aéronautique, de la pharma, de l'agroalimentaire, etc., les contraintes de capacité se trouvent autour du contrôle de la qualité. Donc petite alerte pour ceux qui nous écoutent, vous avez peut-être trop tendance à vous occuper de vos grosses belles machines très chères, etc., et souvent les contraintes de capacité sont dans le contrôle qualité pour des raisons que je pourrais expliquer. Donc c'était le cas ici. Et donc, une fois qu'on avait trouvé ça, on a augmenté son débit, on a concentré tous nos efforts d'amélioration sur la quinzaine de personnes sur les 400 qui travaillaient au contrôle qualité, et en se concentrant comme ça, en se focalisant comme ça, c'est toute la puissance de la théorie des contraintes, très vite on a pu démultiplier les performances de ce boulot et augmenter le débit de l'usine, rattraper les retards et ainsi de suite. Ils avaient un autre problème important, c'était qu'au fur et à mesure des années, du fait de leur retard, ils avaient eu tendance toujours à essayer de lancer de plus en plus tôt. J'ai un mois de retard, donc je lance un mois plus tôt, ça devrait résoudre mon problème. Et ben non, ça a augmenté les encours, etc., etc. Et donc, à fur et à mesure qu'ils avaient fait ça les années précédentes, ils s'est retrouvés avec un monceau d'encours entre les machines et des cycles de production de 9 mois. Et donc, il fallait, en grosso modo, vider l'usine. Et là, nous avons utilisé une technique qu'on utilise pour les 3/4 de nos cas, qui s'appelle la règle 2 pour 1. Vous pouvez voir une vidéo spécifique sur cette règle 2 pour 1 qui plaît beaucoup, qui est du bon sens. Je ne sais pas, ça vient ni du Lean ni de la TOC en fait. J'ai trop d'encours, comment est-ce que je peux réduire les encours de mon entreprise? Eh bien, il faut qu'il y ait plus de choses qui sortent que ce qui rentre, n'est-ce pas? Il faut vider la baignoire, sorte avant que j'ai le droit de lancer une nouvelle chose. Alors cette chose, vous pouvez choisir ce que c'est. Dans leur cas, c'était des ordres de fabrication. Ils en avaient, je crois, 1300 en cours quand on a commencé. Et ils n'avaient pas le droit de lancer un nouvel ordre de fabrication avant d'en avoir clos 2. Et on a appliqué ça de semaine en semaine et de mois en mois. Vous verrez le détail dans la vidéo si ça vous intéresse. Je vous l'encourage si vous avez trop d'encours. C'est très simple. Ça permet de réduire rapidement les encours dans l'entreprise.
Donc on a fait ces deux choses et plein d'autres. Et donc juste pour parler du début, puisque c'est une histoire qui a duré 2 ans en tout. Dans les 3 premiers mois, eh bien, donc, augmentation du débit de l'usine de 30%, réduction des retards de 90%, réduction du lead time de 9 à 3 mois, réduction des encours de 1,2 million, le taux de respect de délai qui est passé d'abord de 50 à 85%, et puis depuis c'est plus encore amélioré. Le problème pour atteindre rapidement 100%, c'était non plus des problèmes de pilotage des flux, mais des problèmes de qualité produit. Donc on a rapidement enlevé des causes Pareto des retards, la gestion de production, mais il fallait encore traiter les problèmes de qualité produit avant d'arriver au 100%. Voilà, l'usine a été sauvée, ils ont gagné le Award 2016 dans le groupe Safran de la meilleure performance, etc. Vous verrez plusieurs vidéos par les interlocuteurs de Safran sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas si vous voulez avoir plus de détails sur ce cas-là. Un deuxième cas, toujours en France, d'une très grosse entreprise industrielle très connue, de plus de 200 000 personnes. Ceci, une de leurs usines, une de leurs divisions, qui fabrique des boîtes de vitesse, mais des grosses boîtes de vitesse, plutôt la taille d'un bus qu'autre chose, qui par exemple vont entre une turbine à gaz et un générateur dans une centrale électrique, ce genre de choses. Donc des boîtes de vitesse mais vendues de 50 000 à 500 000 euros, qui devaient pouvoir tourner sans faille pendant 20 ans à des vitesses importantes avec des couples gigantesques, etc. Bref, de la belle machine. Initialement leur marché était dans le oil and gas, mais à l'époque où on s'est rencontrés, justement le oil and gas était en grande difficulté. Ils étaient en perte de chiffre d'affaires, il fallait renforcer leur offre globale et commencer à pénétrer le marché. Et c'est là qu'ils se sont intéressés à une transformation à base de la théorie des contraintes. Donc ils font le design, engineering to order et la production, make to order, en toute petite série de 1, enfin pour eux, une 3 c'est une énorme série. Okay, donc c'est du multi-unitaire. L'analyse de l'entreprise a vite identifié que la contrainte de capacité n'était pas dans les machines, pas dans les ateliers, mais au niveau du bureau d'études d'une quinzaine de personnes. Donc on s'est concentré là-dessus pour améliorer les performances. La performance du bureau d'études était très mauvaise à cause du multitâche. Ceci est quelque chose de très très fréquent. On a par exemple mesuré que les personnes changeaient 60 fois de tâches par jour, moyenne de durée sur une tâche 7 minutes, etc. Donc à cause de ce mauvais multitâche, ils étaient devenus très inefficaces, ils faisaient beaucoup d'erreurs, la qualité de vie était exécrable et ainsi de suite. Donc on ne s'est pas débarrassé du multitâche, c'est pas possible, mais on a fortement limité le multitâche. Ce qui a permis d'augmenter la productivité de ces 15 personnes, de la tripler, et de passer d'un délai moyen pour concevoir une machine de 50 semaines à 8 semaines, et là en ce moment ils sont en train d'aller encore plus loin, mais dans la partie transformation initiale de 50 semaines à 8 semaines. Voilà, et au fur et à mesure qu'on faisait ça, il fallait ensuite travailler dans la partie production. Donc on a également travaillé en aval dans la production pour permettre d'accroître les volumes globaux. Et voilà, et effectivement, ils ont réussi à avoir une offre en vitesse de réaction, en respect des délais qui était bien meilleure que celle de leurs concurrents. Et donc ils ont bien pu passer cette période difficile de baisse de demande significative dans le oil and gas. Ils ont pu se repositionner sur des marchés, renforcer leurs offres à l'international. Et voilà, c'est comme à nouveau un peu comme dans le but avec les idées de la théorie des contraintes. Ils ont sauvé leur usine en moins d'1 an. Voilà pour ce cas-là. Le cas suivant, je l'ai pris, je répète, je ne veux pas lâcher les choses. Celui-ci est particulier dans le sens où c'est pas vraiment un cas Maris Consulting. Je m'explique. Nous faisons régulièrement des formations sur les différents sujets, dont des formations en une journée de la théorie des contraintes appliquée à la production. Une personne de cette entreprise est venue chez nous et a suivi cette formation. Il est parti avec le classeur et j'en ai plus entendu parler.
Ce qui m'a rappelé à peu près un an plus tard pour me dire, bah, voilà, j'aimerais que vous veniez voir qu'est-ce que j'ai fait et me dire ce que vous en pensez. Et tout, il avait juste appliqué la théorie des contraintes à son domaine de responsabilité dans son usine en France. Et le problème qu'il avait à résoudre, c'était à nouveau un problème de respect des délais. Et bah, il était parti bien en deçà de 70%. C'est des roulements à billes pour le domaine aéronautique, celui-ci. Ce qui était pareil, devenu inacceptable, etc. Pour arriver à plus de 96%. En réalité, pendant une période, là, au début de sa mise en œuvre, il a réussi à faire 26 semaines sans une seule commande en retard. Donc il a frôlé le 100% pendant quelques temps. Et après, ça a rebaissé pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je ne sais pas. Mais le développement de nouveaux produits qui n'étaient pas bien industrialisés, ce genre de choses. Donc à nouveau, on est dans un cas où ce n'est plus la gestion de production qui explique un non-respect de délai, mais des problèmes de qualité. Pour moi, une gestion de production devrait être capable d'éviter qu'il y ait beaucoup de commandes livrées en retard. Voilà. Donc, il y a une forte réduction des encours, augmentation de la productivité. Vous verrez que ça arrive dans tous les cas. Mise en œuvre tout à fait classique du drum buffer rope ou du tambour tampon corde, tel que expliqué dans le but ou dans les différentes vidéos, etc. Voilà pour ce cas. Donc moi je voulais juste insister sur le fait que c'est pas si compliqué que ça, puisque la personne elle a fait ça toute seule, juste avec les concepts, et n'a eu aucun mal pour obtenir d'excellentes performances. Alors, changement de contexte complet. Le leader mondial de la restauration rapide, avec plus de 1000 établissements en France par exemple, mais un des plus gros employeurs du monde. Et ils nous ont approché pour un problème de durée de service, le temps qui s'écoulait entre le moment où un client passait commande, on est en restauration rapide, n'est-ce pas, et le moment où ils étaient servis. Ils avaient déployé à travers le monde un nouveau dispositif qui permettait aux produits d'être produits réellement à la commande et pas par anticipation. Et ce nouveau système avait plein de qualités sur la fraîcheur gustative, etc., de ce qui était livré, mais posait des problèmes pour maintenir une durée de service très courte. Et donc la question a été posée, comment est-ce qu'on peut maintenir ce modèle et servir nos clients plus vite. Donc on a fait un diagnostic d'une très longue journée, de 8h du matin à minuit, dans un établissement. On a élaboré un plan d'action en 13 points qu'on a mis en œuvre, ce qui a permis de diviser par plus de 2 les temps de service à travers d'abord ce site, après les pilotes, après les 1500 en France, et maintenant en train d'être déployé à travers le reste du monde. C'est devenu un standard. Et on avait au départ, en fin de compte, quelque chose qui était un mauvais goulot, c'est-à-dire que il y avait un problème pour essayer de réunir les différents hamburgers et autres items commandés par les clients pour servir leur plateau. Et donc on a changé l'organisation des flux pour s'assurer qu'en fin de compte la commande restait unique en complet conforme tout au long du processus et qu'on n'avait plus besoin de l'assembler, ce qui a fait disparaître ce boulot. On a ensuite pu se poser la question quel est le bon boulot dans une telle organisation. C'est le monde de la théorie des contraintes dans les services un peu particulier, parce que bien sûr on ne veut pas une contrainte de capacité, parce que contrainte de capacité égale file d'attente, et donc on va avoir structurellement un excédent de capacité, mais de combien, première question. Et quand il y a un micro-rush, il y a un bus qui arrive ou une école qui rentre dans le restaurant et que la demande est multipliée par 6 pendant 10 minutes, eh ben, il y aura bien un goulot qui va apparaître. Essayons de le choisir, essayons de faire en sorte que les flux ne soient pas cassés par ce micro-rush. Voilà. Donc les réductions de temps de service de 60% et d'autres éléments qualitatifs mais très significatifs, les retours clients divisé par 7, les pertes matières qui ont été divisées par 10, bref, il y a eu énormément d'autres impacts que juste livrer le client plus vite. C'est pour moi juste une évidence du lean, n'est-ce pas? Si on arrive à aller plus vite
mais intelligemment, tous les autres éléments de coût, qualité s'améliorent aussi très fortement. Voilà pour ce cas-là. Changement de décor complet. Celui-ci au Bourget, au nord de Paris. La société Embraer, qui est à son centre d'entretien des business jets de Embraer pour le EMEA, Europe, Middle East and Africa, qui est basé au Bourget, le plus gros aéroport de business jets d'Europe, je pense. Et donc, ils entretenaient les avions de la flotte Embraer sur ce périmètre. Ils souhaitaient réduire les durées d'immobilisation lors des grosses interventions, l'équivalent de le check de 100 000 km pour une voiture, ça s'appelle un check C ou un check 96 mois dans ce business, où on démonte assez largement l'avion pour vérifier son bon état, on remplace un certain nombre de pièces, on le remonte, etc. Ça leur prenait 10 semaines. Ils ont mis en œuvre la chaîne critique. Alors je ne vais pas expliquer aujourd'hui les concepts, n'est-ce pas? La chaîne critique, c'est la partie de la théorie des contraintes qui s'occupe du management de projet. Pour ceux que ça intéresse, il y a plusieurs vidéos qui expliquent ça, 4 vidéos de 20 minutes par exemple. Il y a un autre webinaire comme celui-ci qui est prévu pour vous expliquer les concepts de la chaîne critique très prochainement. Vous verrez ça à la fin de la présentation. Excusez-moi, je ne présenterai pas les idées derrière. Voici ce qui s'est passé. Ils ont appliqué la chaîne critique. Le drôle de drapeau là, vert, jaune et rouge que vous voyez, c'est l'iconique fever chart de la chaîne critique qui permet de piloter l'exécution d'un projet. Les zigzags en bleu, là, c'est tous les aléas qu'ils ont eu lors de l'exécution de l'intervention sur un avion. C'est ça qui est utilisé pour terminer à l'heure des projets, les terminer plus vite, etc. Dans leur cas, dès le premier avion, et ça s'est maintenu ensuite, ils ont pu diviser par 2 les durées d'intervention. Donc initialement ça prenait 10 semaines, c'est passé à 5 semaines. Et également, il y a eu une forte amélioration, quasi doublement de la performance de la productivité main-d'œuvre directe des mécaniciens. Ceci à travers en fin de compte une plus grosse focalisation du travail, moins de multitâches, plus de sérénité, plus de visibilité, bref, toutes les choses qu'apporte la chaîne critique. Le pipelining, ce qui est un concept simple que vous reverrez un peu partout et qu'on a vu un peu plus tôt dans un des cas à travers cette idée de stop, starting and start finishing. Concentrez-vous sur terminer les choses avant de démarrer du nouveau. Et dans le cas de la MRO aéronautique, c'était surtout vous concentrer sur faire sortir les avions, terminer les avions. Ne vous précipitez pas sur un nouvel avion quand il arrive. Essayez de garder le hangar pas vide, mais avec un minimum d'avions pour aller vite. Et ne commencez pas nécessairement un avion puisqu'il vient d'arriver, ce genre de choses. C'est assez facile à dire comme ça. Dans la pratique, ça peut poser des problèmes avec soit le client, soit les commerciaux, etc. Je répète, l'avion arrive, on n'y touche pas. Et pourtant, on veut aller vite. Voilà pour ce cas. Vous pouvez voir plusieurs vidéos en français ou en anglais. J'ai mis un onglet pour celle en anglais. Mais il y a d'autres vidéos en français. Donc, il y a, je crois, 6, 7, 8 peut-être vidéos juste sur ce cas-là. N'hésitez pas si vous voulez vous renseigner plus sur ce genre de choses. Aujourd'hui, plus d'un quart de l'activité de Maris Consulting est en MRO et en MRO aéronautique. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Changement de décor, à nouveau. On passe dans la pharmacie, production de produits pharmaceutiques. On est dans le royaume des Unis. Je vous rappelle que je suis anglais et en Brexit, donc je ne sais plus très bien. Le problème, c'est que cette honorable société, une des premières dans le monde de la pharma, avait estimé un impact sur un de leurs produits phares pour lequel il y avait maintenant des génériques. Ils avaient supposé que ça allait massacrer leur marché. Finalement, ils ont été étonnés par le fait que malgré le fait qu'il existait des génériques à un quart du prix de leurs produits, la demande pour leurs produits était beaucoup, beaucoup plus forte que ce qu'ils avaient estimé. Et puisqu'ils avaient fermé beaucoup de leurs usines qui produisaient ce produit-là,
ils se retrouvaient en manque cruel de capacité, donc il fallait absolument produire plus. Et c'est ce qu'on a fait. Là, le cas est un peu particulier parce que c'est beaucoup plus du lean et du bon sens que de la théorie des contraintes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de fiabilité des process. Dans ce cas-là, il y avait 4 lignes parallèles, pas tout à fait identiques, mais qui travaillaient sur ce produit dans ses différentes variantes de contenants, de taille, et ainsi de suite. Et ils avaient des taux de panne très significatifs, des TRS qui étaient nettement inférieurs à 20% quand on a commencé. Bref, les machines tombaient en marche de temps en temps. Et donc l'environnement était tellement instable que c'était difficile d'appliquer correctement dès le départ de la théorie des contraintes. Donc on a plutôt utilisé la boîte à outils du Lean et du bon sens pour rendre les procédés de fabrication beaucoup plus fiables. Une des principales clés était assez simple, somme toute, qui était de mieux faire travailler, beaucoup mieux faire travailler les équipes de production et les équipes de la maintenance pour qu'ils fassent de la résolution de problèmes conjointes. Et ça, je pense, a expliqué au moins les 2 tiers des améliorations de performance de TRS qui ont été obtenues, puisque les taux de panne et les durées d'intervention ont été nettement réduites. Et c'est ça qui a donné de très beaux résultats. Et voilà, donc ça, ce cas-là pour montrer que les limites de la théorie des contraintes, je répète ici, l'environnement était tellement chaotique que si on prenait des photos une heure après l'autre, le goulot avait l'air d'être différent d'un moment à l'autre parce que tout était très instable. Le cas suivant est en Afrique du Sud, la société Aérosud. Vous pouvez voir de nombreuses vidéos sur notre site par les gens d'Aérosud sur ce qu'ils font. De la théorie des contraintes, ils l'utilisent partout depuis longtemps dans la production, dans le pilotage de leur flux. Et plus largement d'ailleurs pour définir leur stratégie avec un goal tree et ce genre de choses. Bref, ils utilisent la théorie des contraintes tout le temps, partout. Ils avaient essayé de mettre en place la chaîne critique pour manager leur projet de développement de nouveaux produits. Ça avait été un échec et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Ils nous ont dit, ben voilà, on aimerait quand même faire de la chaîne critique, est-ce que vous pouvez? C'est ce qu'on a fait. On a mis en œuvre la chaîne critique. Et ils nous ont surpris parce qu'à ma connaissance, ils ont très rapidement, en 2 ans et demi, réussi à obtenir les meilleurs résultats du monde, me semble-t-il, dans le domaine du respect des délais de développement de nouveaux produits, puisqu'ils en sont à 98,7 là, dans le dernier comptage de fin d'année dernière. Bref, à peu près tout leur développement produit termine à l'heure. Et oui, ils ont des clients difficiles qui changent d'avis, les Airbus, Boeing, etc. Donc ils vivent dans le vrai monde. C'est pas un monde de bisounours. Et pourtant, ils arrivent à, vous voyez, quasi 100% de respect de délai des développements produits. Ces gens-là et d'autres avec qui on travaille, en fin de compte, vous verrez qu'une fois que vous avez mis de l'ordre, c'est un peu comme la qualité en production. Ici, quand vous mettez de l'ordre dans votre gestion des priorités, le pilotage de vos actions, votre ordonnancement de votre activité de développement, vous allez vite découvrir que la principale cause la plus difficile à résoudre, c'est vos clients qui changent d'avis ou qui ne répondent pas sur une question technique que vous avez, etc. Donc voilà, ils sont là. Eux, ils sont parfaitement propres sur eux. S'ils n'arrivent pas à 100%, c'est qu'un client va changer d'avis complètement de manière déraisonnable 1 mois avant la fin et il faudra tout recommencer, etc. Pour ceux qui connaissent un peu la chaîne critique, notez la fever chart qui est là sur la droite. C'est le cas réel, n'est-ce pas, d'une entreprise. Tous ces zigzags représentent tous les aléas qu'on peut avoir dans ce monde incertain de développement produit. Et voilà, mais je répète, ils ont pour moi une performance incroyable, littéralement incroyable. Je pense que si on m'avait dit que quelqu'un pouvait faire ça, j'aurais dit c'est pas possible, mais voilà, ils le font. C'est assez fascinant, je trouve. Donc ils ont mis en œuvre la chaîne critique dans toutes ses composantes. Ils ont tellement aimé la chaîne critique qu'ils l'ont pas seulement utilisée pour le développement de leurs produits, mais ils l'ont vite déployée sur tous les autres projets de l'entreprise. Donc quand ils ont mis en œuvre un nouvel ERP, c'était sous chaîne critique. Quand ils ont construit un nouveau bâtiment, c'était sous chaîne critique, etc. Bref, dès que c'est un projet, ils utilisent la chaîne critique. Voilà le genre de résultats qu'ils peuvent obtenir. Le cas suivant. Je vérifie mon timing, on est pile poil dessus.
C'est dans une industrie du luxe, le leader mondial dans le luxe. Cette partie de cette très grande entreprise faisait beaucoup de make to order, c'est-à-dire qu'une personne allait commander des produits qui avaient été personnalisés pour eux. Mais il faisait aussi bien sûr le développement de leurs nouveaux produits pour le prochain défilé et ainsi de suite. Et ils étaient donc quelque part, et ils ne sont pas les seuls, ils sont passés d'une usine de production à une usine de projet. Il fallait sans cesse rafraîchir les gammes, sortir des centaines de différents produits par an. Et donc le défi, c'était de gérer ce flux je répète, de centaines de projets de développement. C'était gérer cette usine à projet. Donc on a fait un diagnostic, on a très vite identifié qu'il y avait un goulot, un mauvais goulot. Souvent, on en parlera peut-être avec les questions-réponses, on trouve des mauvais goulots. C'est-à-dire quelque chose de regrettable. Bon sang, pourquoi c'est là, c'est ridicule. Et ici, pour le développement de leurs produits, initialement, c'était la saisie des nomenclatures, des nouvelles nomenclatures. Un nouveau produit avait une nouvelle nomenclature, il fallait la saisir. Et ils n'avaient pas vu dans toute la distribution des tâches et des gens et des embauches, etc., puisqu'ils sont en très forte croissance, qu'il y avait une contrainte de capacité dans la personne qui saisissait les nomenclatures. Il nous a suffi de le dire à travers le diagnostic quand on est revenu quelques semaines plus tard pour faire la mise en œuvre. En compte, bien sûr, le problème avait été résolu, ils avaient assaini le poste de travail pour permettre à la personne de résorber le retard, etc. Et c'est un cas intéressant parce que ils ont fait ça, ils ont fait des dégoulottages successifs. Initialement, le goulot était donc à la saisie des nomenclatures, ils ont complètement dégoulotté ça. Après, ça s'est retrouvé aux achats, il fallait acheter des composants spécifiques en petite quantité pour faire les prototypes, etc. C'est ces personnes-là qui se sont retrouvées goulot. Ils ont résolu ça, après c'est passé ailleurs, etc. Bref, on trouve le premier goulot. Probablement, si ce n'est pas une bonne idée, c'est souvent le cas, on le dégoulotte, on fait ce qu'il faut pour qu'il puisse produire 2 fois plus. On voit où c'est passé et on recommence jusqu'à arriver au moins mauvais goulot. Je n'aurai pas le temps en 60 minutes de parler de quelle est la définition d'un moins mauvais goulot, malheureusement, mais c'est la théorie des contraintes, pour moi la vraie, c'est de répondre à cette question. Si j'accepte la théorie des contraintes, où est le bon goulot dans mon entreprise? Donc vous voyez, les résultats sont assez spectaculaires. Et ils ont grosso modo triplé les volumes et triplé la vitesse environ. Et c'était toujours très intéressant. Le graphique en bas, juste pour le citer puisqu'il est devant le slide, Pareto des consommations de tampons, c'est de mesurer quand on est en exécution chaîne critique, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas été aussi vite qu'on espérait. Et on l'a mis là parce que c'est assez fascinant, car très souvent, les gens se trompent complètement sur les causes des retards de leur projet. C'est pas du tout ce qu'ils pensaient. C'est très utile une fois qu'on exécute en chaîne critique pour aller encore plus loin que de regarder pourquoi on a pris du retard. C'est pas vraiment du retard puisqu'on a terminé pour beaucoup les projets à l'heure. Changement de décor, mais pas tellement changement géographique. D'ailleurs, les deux usines ne sont pas si loin l'une que ça. Bon, là, c'est pas un secret, c'est au Muro, n'est-ce pas? Vous avez des vidéos sur ce cas. Donc là, vous voyez, la société qui s'appelle Eurocryospace. C'est Christine Geoffrey qui est la patronne de tout ça, qui a fait tout ceci. Donc c'est sympathique d'avoir une femme en management d'usine qui a fait une telle performance. C'était en 2017, donc on était encore à Ariane 5. Ariane 5, où ils avaient une surchauffe, il fallait qu'ils passent de 6 réservoirs. Ils font les réservoirs de la fusée Ariane, la grosse boîte de conserve du milieu, de 5 mètres quelque chose de large et assez. Il ne faut pas qu'il y ait des trous, tout ce genre de choses, hein, c'est de la high-tech quand même. Il fallait donc passer de 6 à 8 réservoirs par an. On a fait un rapide diagnostic et c'était la soudeuse qui faisait en fin de compte le réservoir qui était à la contrainte de capacité.
Quand on a regardé plus près pour comment augmenter les performances de cette soudeuse, en réalité, on a découvert que la soudeuse, elle faisait deux choses. D'abord, il y avait la soudure, des différents éléments pour faire le tube. Et puis après, il y avait des rayons X pour analyser si les soudures étaient correctes, s'il n'y avait aucun problème. Et donc, c'était un va-et-vient entre la production qui faisait la soudure et le contrôle qualité qui faisait le contrôle rayon X. Et donc, la mise en œuvre, dans un premier temps, de la théorie des contraintes a été extrêmement simple. C'est de s'assurer d'un esprit de course de relais entre la production et le service qualité pour que très vite ils se repassent la main entre contrôle, production. Et en faisant ça assez facilement, ils ont réussi une augmentation de plus de 25% de la performance de la productivité et ainsi de suite. Et ils ont tenu leurs objectifs, réduit les durées moyennes et ça s'est super bien terminé. Le cas suivant, c'est un retour dans l'usine de Safran que je vous ai présenté en début. On faisait donc une intervention de mise en œuvre de la théorie des contraintes qui a sauvé l'usine, j'en ai parlé. On se concentrait sur les flux de production. Au fur et à mesure qu'on a réduit les encours par en tout un facteur de 5 à la fin, eh ben, on a pu redécouvrir son atelier. Et à ce moment-là, il est devenu assez évident que les machines n'étaient pas intelligemment disposées à travers l'usine, qu'il aurait fallu les regrouper par famille de produits, etc. Grosso modo, et c'est peut-être pas la seule usine au monde, les machines ont été installées là où il y avait de la place quand elles ont été achetées, et donc c'était un vrai plat de spaghettis, et ils voulaient mettre de l'ordre dans tout ça. Donc nous, voilà, on a mis en œuvre la chaîne critique dans cette entreprise pour le développement et l'industrialisation des produits. Et dans une des formations, en fond de salle, le responsable de la maintenance a assisté en disant ça m'intéresse. Moi aussi j'ai un projet de déménager 45, je crois, des 52 machines pour recréer des îlots intelligents et ainsi de suite. Et voilà, et donc il a essayé, et voici les extraordinaires résultats, où je répète, il y a une vidéo, c'est pas juste un énième mensonge de consultant, il y a une vidéo des gens de Safran qui ont fait tout ça, qui vous explique. Initialement, le projet de déménager, je répète, 45 des 52 machines dans une usine de 400 personnes, c'était de 8 semaines. Le patron a dit, je ne peux pas fermer mon usine pendant 8 semaines, fais plus court. Il est revenu, il a dit je peux le faire en 2 fois 4 semaines, le mois d'août de cette année et le mois d'août de la semaine d'après, de l'année d'après. Le patron a dit je ne peux pas, ça va être le bazar entre les 2 ans, etc. Trouve-moi plus court. Il est revenu avec un projet à 2 semaines, je vous la fais courte, et le patron lui a dit ok, c'est bon, en 2 semaines je peux fermer l'usine, je te donne la fin d'année. Et cette fin d'année, il y a le Noël dans une semaine et le jour de l'an dans la semaine suivante, donc ça te fait 4 plus 4 égale 8 jours. Et voilà, donc partant de 8 semaines, il avait 8 jours pour le faire, il a utilisé la chaîne critique, regardez la vidéo, pour piloter tout ça, et il a fini en 5 jours et demi. Voilà. Alors si on m'avait dit avant qu'on pouvait déménager une usine en 5 jours et demi, en 6 jours et demi, je n'y aurais pas cru. Voilà, donc c'est rare que mes interlocuteurs, mes clients arrivent à dépasser mes attentes, mais là, bravo à cette équipe moi je ne pensais pas que c'était possible de faire si vite. Alors regardez la vidéo, c'est une très belle histoire et bien sûr tout à fait extraordinaire. À nouveau, changement de décor, celui-ci est c'est le plus vieux cas que je présente puisqu'il a un peu plus de 10 ans. La direction du matériel de la SNCF, 25 000 personnes, 49 usines, etc., entretient à peu près tout ce qui roule sur le réseau. Et ici, il s'agit de l'usine une des usines qui s'occupe des TGV, une des deux, l'autre était à Lille, celle-ci est en Alsace, à Bischheim. Voilà, ils voulaient réduire les durées d'immobilisation dans leurs entretiens. Par exemple, ils ont des grosses interventions. Pour beaucoup, c'était de la rénovation, mais aussi du check technique. Grosso modo, ils enlèvent tout, bien sûr les sièges, mais à peu près tout, tous les câblages et ainsi de suite, ils gardent la carcasse. Et ils remontent les trains, et bien sûr la locomotive c'est encore autre chose, etc. Donc c'est des interventions très conséquentes,
Et quand on a commencé, il prenait beaucoup plus que 70 jours. Là, c'est beaucoup plus, hein. Mais voilà, le chiffre officiel, c'est 70 avant. Ben voilà, on a travaillé sur comment accélérer ce type d'intervention, et les plus petites, hein, il ne faisait pas que des grosses, il y a des interventions plus légères. Et grosso modo, on a pu doubler la vitesse et faire d'importants gains de productivité main-d'œuvre en même temps. Voilà, vous avez l'extrait de l'article de l'usine nouvelle qui parlait de tout ça. On a également travaillé sur les pièces réparables du matériel, les différentes pièces de rechange, et augmenter les performances de manière significative. Ce cas-là est là pour une autre raison, c'est que je trouve que trop souvent les gens disent d'environnements comme cela qu'ils sont très difficiles d'y faire des résultats pérennes, des résultats conséquents, des transformations, etc. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Nous, on a eu aucun mal à faire des résultats, somme toute, assez impressionnants. Et il suffisait comme dans tous nos projets d'ailleurs, de construire un projet de transformation gagnant-gagnant entre le personnel, la direction, les syndicats, etc. Donc tout s'est extrêmement bien passé avec des améliorations de performance significatives. Il suffit de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Et c'est ce qu'on a fait en travaillant sur la qualité de vie au travail également, plein de choses. Voilà, donc ce cas-là, il est là juste pour montrer que si vous pensez avoir des excuses du genre dans mon environnement, je ne peux pas faire, je ne peux rien faire, méfiez-vous, nous sommes régulièrement intervenus, nous intervenons en ce moment dans une autre entreprise que je ne peux pas citer, où, entre guillemets, les choses seraient difficiles, l'inertie serait conséquente, et nous, on ne trouve pas ça. On s'amuse autant et on a des résultats tout à fait aussi probants dans des organisations comme celle-ci. Un autre cas, leader européen des satellites, il nous appelle dans la deuxième moitié de juillet. Je dis ça parce qu'en fin de compte, presque la moitié, le tiers des cas que je vous présente aujourd'hui, ils ont tous commencé juste avant les congés d'été du mois d'août. C'est une mauvaise habitude qu'ont nos clients. Et donc, ben voilà, excusez-nous, on a un satellite qui est secret défense très important, etc. Et on travaille dessus depuis un temps certain. Il faut absolument qu'il soit terminé pour le début août. Et ben on pense qu'on est en retard. Venez voir, est-ce que vous pouvez, avec la chaîne critique, faire terminer à l'heure? On regarde, et effectivement, on fait le diagnostic et il allait bien terminer au début août, pas de problème. Sauf que c'est début août de l'année suivante. Donc, il a fallu comprimer énormément le délai du reste à faire. On n'avait que très peu de temps devant nous. Et donc, on a comprimé l'exécution, fait un meilleur planning, etc. Pour dire brièvement, là, et beaucoup de projets comme cela ont ce problème. C'était un problème de micromanagement par rapport à la simplicité de la chaîne critique. Le réseau de tâches de ce satellite avait, je ne me rappelle plus, 5000, 8000 tâches avec tous les détails possibles et imaginables pour un seul satellite. Nous avons fait un modèle plus synthétique de 200 tâches exécutées comme ça, avec bien sûr la magie de la chaîne critique, trouver la chaîne critique, exécuter rapidement le long de la chaîne critique, et on a terminé à l'heure, et ça c'est bien fait, c'est une très forte amélioration des performances. Vous voyez à nouveau, mais en très petit, le Pareto en bas à droite, parce que à nouveau, les causes des retards n'étaient absolument pas celles auxquelles ils s'attendaient. Un cas qui est devenu d'actualité, mais il date en fin de compte de l'année dernière. Des personnes qui fabriquent des machines de diagnostic rapide pour différentes maladies, en l'occurrence ici les maladies respiratoires. Donc nous, dès l'année dernière, on était déjà en train de travailler sur le développement rapide de systèmes de diagnostic pour, par exemple, les coronavirus, avant le Covid-19. Et bref, il souhaitait accélérer le développement d'une nouvelle machine
Ils ont appliqué la chaîne critique, à identifier la chaîne critique, à optimiser les différentes tâches, redistribuer les rôles, bref, tous les classiques de la chaîne critique, ce qui a permis de nettement accélérer le développement du produit et de le lancer beaucoup plus tôt que ce qui aurait été le cas sans chaîne critique. Un conséquent volet de management des risques, car à nouveau pour ceux qui connaissent surtout, si vous voyez le fever chart, là, le fameux graphique vert, jaune, rouge, le zigzag là, que vous voyez là, c'est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je ne peux pas vous donner les détails, mais voilà, quand on est à la frontière de la science à développer des produits, parfois on arrive à une étape et ça ne marche pas. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il retrouve une solution, qu'il progresse, qu'il termine le projet. Donc voilà, il se trouve que nécessairement on est très sollicité maintenant de ces semaines-ci par tous ces problèmes de développement de diagnostic et y compris de développement de vaccins et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui, vu que c'est une urgence internationale ou nationale, on est très sollicité pour ce genre de choses. Et voilà, là encore un cas du mois d'août. On nous appelle, il faut absolument que vous soyez au Mexique demain matin s'il vous plaît. Ce très grand groupe français d'origine équipementier d'automobiles excellent, avec une tellement bonne gamme de produits qui a connu une très forte croissance. Il y a plus de 115 usines dans le monde maintenant. Donc entreprise très connue, très performante. Une des toutes premières à se mettre au vrai Lean, au bon Lean dès les années 70 en France. Il a son XP système très proche du système Toyota. Excellente usine, très très performante, etc. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, on est en post-Lehman Brothers, après les soubresauts de la demande. Grosso modo, la demande pour les automobiles sur le continent américain avait tout d'un coup augmenté très rapidement et significativement. Grosso modo, il passait un peu à la technologie de voitures moins consommatrices avec du stop and start, etc. Et cette usine qui fabriquait des alternateurs et autres éléments était devenue complètement saturée, n'arrivait plus à livrer les chaînes de production du continent américain, avait grosso modo arrêté régulièrement Detroit. Et donc tout le monde s'énervait. General Motors les avait mis en NBOH, j'ai fait exprès de mettre ça là parce que personne ne peut savoir qu'est-ce que c'est. New Business, enfin j'espère pour vous que vous ne savez pas ce que ça veut dire parce que ça serait mauvais pour vous. New Business on Hold. General Motors avait mis cette très grande entreprise en New Business on Hold, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à résoudre mon problème d'alternateur qui arrête mes usines de Détroit, je ne passerai plus aucune commande avec vous. Voilà, c'était le pire environnement que j'ai jamais connu de ma carrière, c'était extrêmement tendu, des très forts enjeux entre des très grandes entreprises. Il y avait 11 patrons d'usine simultanément dans l'usine parce que tous les meilleurs de tout le groupe avaient été envoyés, c'était la folie furieuse. Et donc ils avaient essayé tout ce qu'ils avaient dans la boîte d'outils Lean et en désespoir de cause parce que ça ne permettait toujours pas de résorber le retard. Il y a un fou du membre de direction de cette société qui a dit peut-être qu'il faudrait qu'on essaye la théorie des contraintes. On est dans un des temples du Lean, n'est-ce pas? Et donc voilà, j'arrive dans le désert mexicain avec le grand Selim que vous voyez là en la photo en bas à droite. Pour essayer d'améliorer les performances. On prend la ligne de production qui est sous les yeux. Là, il fabrique des alternateurs, un takt time de 17 secondes initialement. Il fallait trouver le goulot. On a trouvé le goulot, on a protégé le goulot. Et en faisant ça, en fin de compte, on a pu, avec la baguette magique de la théorie des contraintes, augmenter immédiatement, en tout cas en 15 minutes, on a augmenté la performance de l'usine de 1000 personnes de 17%. Et puis on a fait plein d'autres choses pour aller plus loin encore. Mais là, ça montre la force de la théorie des contraintes. Trouver le goulot, protéger le goulot, augmenter son TRS, tout le reste suivra. Non seulement le reste de cette ligne-là, qui ne fait qu'un des composants, elle fait le rotor, il y avait une partie qui fait le casing, après il y avait une partie qui fait l'assemblage, bref, c'est une des 20 unités autonomes de production de l'usine, celle-là, mais c'était le boulot. Regardez toutes les vidéos sur YouTube pour en savoir plus. C'est
un joli cas d'école, parce qu'effectivement, je vous rassure, enfin, ne nous méprenons pas, c'est rare qu'on arrive à faire des résultats en 15 minutes quand même, mais là c'est notre record Maris Consulting de vitesse d'amélioration. Pour conclure, encore un changement de décor en Afrique, avec les petits camions là, c'est une mine d'or de 2500 personnes, une très belle entreprise minière, siège au Canada, pour les quelques Québécois là qui je sais nous écoutent. Donc ils ont décidé de mettre en place la chaîne critique sur les arrêts planifiés de l'usine. Vous voyez une vague idée avec la photo en bas à gauche, le croissant de l'usine. C'est un gros truc avec plein de convoyeurs, de broyeurs, de concasseurs, de machin, etc. C'est assez compliqué pour extraire l'or quand même. Et également sur tout l'entretien, les camions, les foreuses et toutes ces extraordinaires machines qu'il y a dans des mines comme celle-là. Donc chaîne critique pour l'entretien. Et enfin, pour également un grand projet de transformation d'une partie du process tout à fait critique qui doit être fait au plus vite parce que ça va arrêter toute l'usine pendant que ce travail est fait. Voilà, donc ils utilisent la chaîne critique pour toutes ces choses. Et également une réflexion sur où est le goulot dans l'usine, est-ce qu'il est dans la mine, est-ce qu'il est dans l'usine, s'il est dans l'usine, à quel stade il est, à quel stade il devrait être, bref, de la théorie des contraintes sur le process. Et puis, peut-être que ça sollicitera des questions, une intéressante réflexion sur leur démarche d'amélioration. On a passé en revue ensemble tous les projets d'amélioration de 2019, c'est un cas qui est en cours, hein, on travaille encore dessus en ce moment même, dès cet après-midi. On regardait les cas de 2019 et je fais la remarque que sur l'ensemble du portefeuille d'amélioration réalisé dans l'année, 90% d'entre elles étaient des actions qui visaient des réductions de coûts, des économies, et seulement 10% d'entre elles des améliorations de débit, des améliorations de throughput. Et j'ai fait la remarque que je trouvais que c'était dommage, qu'ils ne passaient pas assez de temps à essayer de faire des améliorations de performance plutôt que des réductions de coûts. Donc ils ont repensé leur portefeuille, leur attention managériale pour passer plus de temps à essayer d'augmenter les débits, augmenter le throughput pour utiliser le terme de la théorie des contraintes et moins de temps à faire des actions d'économie, de réduction de gaspillage. Et ça a eu un très fort impact. Et je me permets de penser que beaucoup d'entreprises ont ce travers. Ils passent trop de temps à essayer à faire des économies et pas assez de temps à essayer d'être plus entrepreneurs et essayer d'augmenter le chiffre d'affaires, la performance, les débits de sortie, etc. Voilà, et on fait ça à distance, bien entendu, en ce moment. Juste pour terminer, ce n'est pas donc un cas où peut-être que ça l'est, ce seraient les nombreux cas là. Assez souvent, on fait juste des diagnostics classiquement 2 jours pour une usine de 300, 500, 600 personnes. Juste 2 jours de diagnostic. À la fin des 2 jours, on fait une restitution, un rapport d'étonnement et une proposition de plan d'action. Et assez souvent, notre accompagnement s'arrête là. Donc c'est pour ça que on pourrait presque dire que c'est des cas, même si on fait juste diagnostic et plan d'action. Je termine donc là avec ça. Vous voyez tous les cas, je ne vais pas les détailler. Et voilà, on fait souvent ça. Pour diverses raisons, soit l'entreprise est trop petite et ne souhaite pas dépenser l'argent d'un accompagnement de société de conseil comme la nôtre, soit ils ne peuvent pas, ils font partie d'un grand groupe dans lequel on n'a pas le droit de faire appel à des consultants et ainsi de suite. Donc voilà, ils peuvent faire un petit budget pour 2 jours de diagnostic, mais ils doivent se débrouiller seuls. Bref, on fait beaucoup de ce genre de choses, je ne vais pas compter exactement, mais on est entre un tiers et la moitié de nos diagnostics sont dès le départ prévus pour être début et fin. Vous prendrez les conclusions et les plans d'action proposés et vous mettrez en œuvre si vous y croyez tout seul. On fait beaucoup de ce genre de choses. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que c'est vrai que on doit avoir peut-être une centaine de cas où on a fait juste le diagnostic et le plan d'action, le client s'est débrouillé tout seul, avec des très beaux résultats. Vous en avez vu quelques-uns d'ailleurs. Voilà, pour conclure, eh bien, si vous voulez, si ça vous a donné un peu envie de faire pareil, quoi faire nous, on continue, je sais que plusieurs d'entre vous, si j'ai vu vos géographies, sont déjà en confinement ou le seront bientôt, donc c'est une période très difficile pour continuer à agir. Je pense qu'on peut. Voilà ce que nous, on propose que vous pouvez faire, même avec le contexte difficile dans lequel nous sommes tous.
Déjà, il y a les webinaires comme celui-ci. Merci d'avoir participé à celui-ci. On en a un autre qui est le 6 avril, donc dans quelques jours, qui est exactement le même que celui-ci, mais en anglais et dans une autre tranche horaire. Donc si vous n'avez rien compris ou vous préférez l'anglais, vous pouvez réécouter la même chose dans quelques jours en anglais. Et surtout peut-être, il y en a un autre qui devrait intéresser nombre d'entre vous, qui est le 9. On fait un webinaire sur la chaîne critique en français. Regardez, vous verrez à la fin les liens pour vous inscrire, gratuit. Le même format, 1 heure. Cette fois-ci, ce sera beaucoup plus pédagogique. C'est quoi la chaîne critique, comment ça marche, comment je le mets en œuvre, avec une session de questions-réponses à la fin. Donc pour ceux qui ont été intrigués par la partie chaîne critique, qui est effectivement assez bizarroïde et extraordinaire et alléchante, j'en conviens. Vous serez peut-être tenté par cet autre webinaire gratuit le 9 avril, donc très bientôt. Et puis on a, parce que je suis un horrible chef qui met la pression sur mes troupes, beaucoup de nouveaux projets dans les tuyaux. On espère faire beaucoup de webinaires gratuits avec ce format-là dans les semaines et les jours à venir. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a les formations. Nous faisions des formations physiques dans nos locaux avec des groupes de 12 personnes, etc. On a reformaté tout ça pour pouvoir poursuivre le même objectif, vous former à la théorie des contraintes et le lean, la chaîne critique, etc. Mais tout ça en ligne, donc grosso modo, ce qui était une journée, ça devient 4 fois 2 heures, avec du homework entre les deux, etc. Il faut tout reformater si ça vous intéresse, avec des groupes de 20 personnes pour qu'on puisse interagir quand même. Bref, voilà, tout ça c'est possible dès maintenant. Vous voyez les dates des prochaines séances et on est en train de reprogrammer tout le programme de Maris Consulting pour pouvoir poursuivre en ligne. Et on fait, j'y croyais à peine, mais on en fait déjà, des diagnostics en ligne. C'est assez spectaculaire, excusez-moi, c'est mon âge. Voilà, quelqu'un se promène avec un smartphone ou je ne sais quoi, et avec WhatsApp ou autre, on leur demande d'aller là-bas, pouvez-vous regarder ça. Bref, ils sont nos yeux et on continue à faire des diagnostics, même avec le confinement actuellement. On m'aurait dit ça il y a 2 mois, j'aurais dit c'est impossible, mais voilà. On y est bien contraint, donc c'est ce qu'on fait. Donc c'est un nouveau monde pour nous. On fait des diagnostics voilà, à 6 ans, ici chez nous. Take care, bon courage à tous. Merci beaucoup. Au revoir.